Bien, bonjour à toutes et à tous, et mesdames et messieurs les conseillers régionaux. Sincèrement, commencer par vous dire à la fois la modestie de la personne qui se présente devant vous, et puis de dire qu'elle représente les 56 000 fonctionnaires de l'éducation nationale qui font leur travail au quotidien, et que c'est un peu eux que j'honore en étant accueilli par vous aujourd'hui. Je voudrais simplement vous dire aussi que finalement, on a des enjeux communs qui sont importants. L'avenir économique et social pour les élèves, pour leurs familles, pour et par les équipes, avec les équipes, pour les territoires, et que ça simplement, ça nous oblige. Ça nous oblige, c'est-à-dire de dire qu'il faut qu'on travaille par projet, avec les territoires, dans un processus de coopération vital à tous les étages, même quand on a des divergences initiales. On n'a pas le choix. Pour l'avenir d'un territoire, pour l'avenir de notre jeunesse, il faut qu'on travaille ensemble, et c'est ce paramètre-là sur lequel j'essaie de baser mon action. Je voudrais simplement dire aussi qu'il y a beaucoup de réussite en Normandie, beaucoup d'exemplarité en Normandie, mais qu'on sait très bien, et on l'a publié dans l'état de l'école, sur Internet comme en papier, que finalement, on n'a pas assez de réussite pour tous, que nous en laissons, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Dognaud, pas mal sur le bord de chemin, et que nous n'avons pas assez de mutualisation, pas assez de dynamisme collectif. On a de l'expérimentation, on a de l'innovation en Normandie, on la partage trop insuffisamment. Alors, bien sûr, les deux académies de Normandie ont les moyens de mieux réussir. Comment faire en sorte simplement que plus d'élèves, et pour déjà commencer à répondre à vos questionnements, que plus d'élèves choisissent véritablement en libre arbitre leur formation, leur modalité de formation. Ça n'est pas si simple que ça. Nos élèves choisissent encore souvent par défaut et par proximité et par reproduction sociale leur orientation. Et ça, il faut qu'on travaille cette donnée-là, sinon on ne travaille pas l'avenir. Comment faire en sorte que nos élèves se projettent un peu plus loin, avec un peu plus d'ambition, vers une réussite qui leur appartient, du CAP au doctorat, en passant par toutes les échelles de la réussite. Comment faire en sorte qu'on travaille avec l'ensemble des collectivités, toutes les collectivités, de manière à produire de la réussite sur le territoire. Et je crois que c'est ce que nous faisons avec les autres services de l'État, c'est ce que nous essayons de faire avec l'ensemble des collectivités. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps à discourir. Je souhaite que nous ayons le temps de l'échange puisque vous me le proposez, évidemment. Mais simplement de vous dire quand même que voilà, j'ai quitté 3 ministres qui étaient en visite dans notre territoire, dans l'Eure, pour la semaine de l'industrie, parce qu'effectivement, économie et industrie en Normandie, c'est important, c'est essentiel, parce que, pour déjà aussi compléter ma réponse, on a besoin de plus de vœux choisis vers l'orientation professionnelle, plus de vœux choisis vers l'apprentissage, mais que je me répète déjà, on a besoin aussi de plus d'ambition. Nos statistiques, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, ne sont pas bonnes en ce qui concerne le passage dans l'enseignement supérieur. Nos élèves en Normandie ne sont pas différents des élèves d'autres académies. Comment se fait-il que parfois nous soyons dans les statistiques hexagonales les avant-derniers, souvent des régions de France, mais que par exemple pour le passage vers les études post-bac, on soit les derniers? Les Hauts-de-France nous doublent. C'est une réalité inacceptable pour le recteur que je suis, pour le coordonnateur des équipes que je suis, et c'est ça qu'on doit travailler ensemble. Alors, il y a des moments où on travaille visiblement merveilleusement bien ensemble, je pense aux Olympiades des métiers, mais les assises normandes de l'éducation ou de l'éducation en Normandie, parce qu'il s'agit bien d'éducation nationale, nous les avons réussi aussi pour donner des horizons inédits à nos équipes, pour donner envie à nos équipes. Moi, je me rappellerai toujours ma première rencontre pratiquement avec un enseignant sur ce territoire normand. C'était un ancien directeur d'école
Delorme, monsieur le vice-président, qui me disait, voilà, j'ai été directeur, mais j'ai eu les épaules un peu basses à un moment, donc je suis redevenu enseignant. Et puis, vous savez, je suis pas à l'âge de la retraite, mais je vais quand même prendre ma retraite parce que j'ai été instituteur, etc., que j'y ai le droit. Parce que, voilà, je manque de mots d'encouragement. Je manque d'envie de continuer à exercer mon métier. Donc à ce moment-là, vous savez, on se pose la question comme recteur, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait dans notre système éducatif? C'est comme la fois où, après avoir inauguré une réhabilitation d'un établissement scolaire, des parents me prennent par l'épaule en me disant « Monsieur le recteur, on peut vous parler 2 minutes ?» etc. C'est bien ce que vous faites, c'est bien ce que vous faites avec la collectivité. Mais est-ce que vous savez qu'ici, on en est la 3e génération de chômeurs sur place? Là aussi, on s'interroge sur qu'est-ce que nous, éducation nationale, avec nos partenaires, n'avons pas réussi correctement. Un autre exemple, quand je voyage avec des élèves de terminale bac pro, de Granville, aux îles anglo-normandes, à Jersey, et que la moitié, 40% exactement des élèves avec lesquels je voyageais en terminale n'étaient jamais allés à l'étranger, même pas à Jersey, là aussi, on se dit à quel moment nous n'avons pas serré suffisamment les fibres du tissu éducatif pour que ces problèmes, qui sont aussi des problèmes sociaux, ne se reproduisent pas. Alors, simplement de vous dire que pour cela, on est en train, c'est vrai, de construire un projet pédagogique normand. Vous m'avez interrogé sur la construction de l'Académie de Normandie ou sur le rapprochement des 2 académies. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est de savoir ce que l'on peut construire comme plus-value et ce que l'on peut faire mieux quand on est à 2 que quand on est tout seul. Et de ce point de vue-là, on est rentré, c'est vrai, dans un cycle de concertation, de consultation, et il faut qu'on arrive à activer ce dialogue, parce que simplement, c'est un dialogue stratégique. Je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement pour vous dire qu'on est en train de construire le nouveau projet sur 3 piliers. Le premier pilier avec des mots-clés, plus d'équité pour plus de réussite, parce que je le dis et je le répète, la responsabilité de la réussite de nos élèves et donc de la réussite des territoires, c'est une responsabilité partagée. Et c'est pour ça que je suis là, et notamment, Monsieur le Président, pour qu'on signe ensemble ce pacte de coopération entre la région et l'éducation nationale. Mais c'est aussi parce que j'ai besoin que notre mission éducative, et là je parle au nom de la collectivité éducation nationale, ce soit bien celle de réduire aussi les inégalités sociales, culturelles, ces héritages. On n'est pas là pour reproduire dans l'éducation nationale la situation coantée, on est là pour construire un avenir un peu meilleur et un avenir aussi plus cohésif en matière sociale. Et donc, il faut qu'on contribue à donner à nos élèves, dans les lycées dont le Conseil régional a la compétence, les compétences qui leur permettent de choisir mieux leur avenir. Mais là aussi, ça veut dire, et c'est vrai pour l'agence de l'orientation, qu'il ne faut pas qu'on commence le travail au lycée. Quand on crée la journée des métiers et de l'apprentissage en collège et qu'on dit ça doit viser les classes de 5e, parce que c'est là qu'on doit commencer la réflexion de nos élèves et de leurs familles sur l'orientation. Sinon, on en arrive au stage de 3e, mais dont on sait très bien qu'il est dans la reproduction sociale, pour quels que soient nos efforts coordonnés. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, qu'on envisage ensemble un stage de seconde. Parce qu'on sait qu'après le 15 juin, les secondes ne travaillent pas beaucoup. Et donc, ils ont le temps de repasser les plats. S'ils ont aimé, de voir un peu à côté. S'ils n'ont pas aimé, qu'on se bouscule pour essayer de voir autre chose. Et donc, premier pilier, plus d'équité, plus de réussite, c'est juste indispensable. Deuxième pilier, des horizons élargis pour choisir son avenir. Parce que, quand je dis horizon élargi, moi je pense que nos Normands, nos jeunes Normands trouvent volontiers que l'herbe est plus verte ailleurs. Et c'est quand même un paradoxe en Normandie. On doit quand même pouvoir leur montrer que chez eux, c'est bien. Ça veut dire qu'il faut que notre enseignement leur montre leur environnement.
qu'on leur montre les métiers autour, qu'on leur montre les activités autour, qu'on leur montre leur patrimoine. Moi, je suis persuadé qu'un cours d'histoire, il rentre mieux quand on est devant un mur de ferme ou un mur religieux à côté que lorsque l'on est dans le cours avec un manuel. Et c'est la même chose pour tous les domaines. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit innovant et qu'on a contribué récemment avec un certain nombre d'entreprises à faire des visites d'entreprises virtuelles avec des élèves à distance. Le deuxième pilier, donc, des horizons élargis. Et il faut faire en sorte que cette Normandie soit visible. Je rebondis sur ce qui a été dit sur Normandie Attractivité. La mobilité internationale, nous l'avons triplée ou quadruplée pour les élèves de Normandie en quelques années. Simplement en faisant quoi ? En faisant en sorte que les petites forces que j'avais sur les relations internationales à Caen soient mises avec celles des relations internationales de Rouen, et avec cela, se dire qui se dédie au montage de projets européens, qui s'occupe de la coopération internationale. On est visible en Normandie maintenant sur la mobilité internationale à l'échelle européenne. L'ambassadeur français à Berlin m'a invité l'année dernière pour le plus gros consortium Erasmus+ d'Europe. Et ce consortium, il est européen parce que j'avais demandé à ce que nos collègues s'occupent d'abord de l'enseignement professionnel. Maintenant, ils s'occupent en plus du collège pour aller plus loin. Et quand nos élèves, comme je les ai vus en banlieue de métropole, se déplacent à l'école élémentaire en CM1 ou en CM2 pour aller qui en Italie, qui en Grèce, qui en Roumanie, quelques jours ou une ou deux semaines, je sais qu'on a gagné quelque chose pour les horizons de nos élèves. Et c'est cette mobilité-là qui leur permettra de revenir en Normandie ensuite en se disant que c'est bien chez eux. C'est cette mobilité des jeunes de l'enseignement supérieur qui leur permettra de dire, après une expérience ailleurs et à l'étranger, oui, j'accepte de retourner travailler à Cherbourg, oui, j'accepte d'aller travailler à EU ou à Dieppe, parce que j'ai vu aussi un certain nombre de choses. Troisième pilier dont je voudrais vous parler rapidement, ces territoires d'éducation et de formation collaboratifs et dynamiques. Il faut qu'on travaille les mutualisations. Moi, je suis normand, moi aussi, c'est le hasard des nominations, mais je crois que je suis le produit de cette humilité. Les Normands sont humbles et c'est ennuyeux parfois, parce que du coup, ils ne se projettent pas, du coup, ils ne mutualisent pas, du coup, parfois aussi, ils ne grognent pas quand on leur dit des choses qui ne leur plaisent pas. Eh bien, il faut qu'on partage l'innovation, il faut qu'on partage les mécontentements pour travailler ensemble et que nous allions plus loin. Quand on me dit au ministère, non, monsieur le recteur, on ne peut pas créer une section australienne à Cherbourg, ça n'existe pas. Bon, je dis, et si on ajoute le mot expérimental? Ah ben oui, ça change tout. Eh bien, on y arrive, c'est comme ça qu'on avance, parce que nos territoires ont besoin de trouver les stratégies pour avancer. Je vous donne un deuxième exemple. Quand je suis arrivé dans ces deux académies, à Caen et à Rouen, j'ai donné à mes équipes un évaluateur en disant « Regardez la nouvelle de l'agence Éducation-Formation, AEF, c'est l'agence qui vraiment diffuse les nouvelles sur la formation, sur l'éducation et l'enseignement supérieur. Nous ne sommes jamais présents. Le vendredi soir, que se passe-t-il dans les académies? Généralement, la Normandie, c'était vraiment l'absence. Maintenant, nous sommes là pratiquement toutes les semaines et nous sommes visibles à l'échelle normande. C'est pas le produit du travail du recteur, c'est le produit du travail des équipes que nous arrivons à mieux faire voir et à mieux faire valoir et à partager. Alors, je vais simplement vous parler de Pacte et en deux mots, je vous répondrai, monsieur le vice-président. Pacte, c'est quoi? Ce pacte régional des innovations pour la réussite des jeunes normands, c'est comment chercher à donner plus de qualifications et d'insertion professionnelle et sociale à nos jeunes. C'est simplement dire, on a besoin de coopération exemplaire. Bien sûr qu'on n'est pas toujours d'accord, mais cette coopération doit être concrète. C'est une alliance en faveur de la cohérence des savoirs, de la cohérence des compétences avec la cohérence des territoires. Il faut mieux faire coïncider nos bassins d'éducation avec
ce qui fonctionne en Normandie, avec les zones d'animation territoriale de la région. Il faut mieux définir les modalités de contractualisation de nos établissements lycées. C'est évident, ça fait partie des choses qu'on peut faire progresser parce qu'un lycée travaille pour un territoire, pour une politique d'éducation nationale. Et ça, c'est la région, le lycée et l'éducation nationale que je représente ici, qui peuvent le définir. Il faut qu'on favorise l'innovation, vous en avez parlé, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, parce qu'effectivement, l'innovation collective et partagée, c'est aussi ce qui va nous servir à faire cohésion. C'est vrai, Monsieur le Président, que nous n'avons pas une institution éducative qui soit très visible partout en France. Et nous avons besoin de dire que nous avons des phares en Normandie. On en a sur le bord de mer. Ils sont automatisés. Moi, je veux des phares vivants, des phares éducatifs qui donnent envie de venir de l'étranger. Et c'est pour ça qu'on s'occupe d'ailleurs d'avoir des paramétrages étrangers pour nos lycées et pas seulement le lycée expérimental et innovant du Roumois dont il faut parler parce qu'on a besoin de laboratoires, parce qu'on a besoin de vitrines, parce qu'on a besoin d'enrichir le territoire et avec une obsession, ne pas appauvrir le reste du territoire, les établissements voisins. Donc faire venir des jeunes à travers notamment des grands organismes d'enseignement français à l'étranger qui viendraient de Singapour, du Brésil ou des États-Unis et qui viendront entre Bourrachard, Deauville, Le Havre, Rouen, etc., par attractivité, je suis certain que nous pouvons y arriver. Il faut aussi qu'on promeuve, c'est vrai, la politique d'internat. Un internat, ça n'est pas seulement le gîte et le couvert partagé par la région et l'éducation nationale, mais c'est le moyen de se dire que si j'ai bougé un peu du collège au lycée, je pourrais bouger ensuite du lycée à l'enseignement supérieur et me projeter un peu plus loin. Désolé pour ceux à qui je l'ai déjà dit, premier dîner dans un internat de Rouen le jour de ma nomination à Rouen il y a un peu plus d'un an, avec des jeunes femmes qui est d'un internat, d'un lycée de l'agglomération rouennaise, de Terminal S. Et l'une me disait, bon, monsieur le recteur, j'aurais bien aimé faire de l'aviation, mais il n'y a pas ça en Normandie. Donc voilà, je vais prendre une école d'ingénieurs généralistes. Mais quelle aberration! Là aussi, à quel moment n'avons-nous pas travaillé à l'ouverture des horizons de nos élèves? De là, l'impératif de travailler en coopération avec la région sur l'agence régionale de l'orientation. On doit plus ouvrir les horizons de nos élèves. Il faut qu'on organise le transfert des compétences, mais on sait le faire. Il faut qu'on organise aussi, et c'est un impératif social, des actions éducatives et de citoyenneté de l'école, autour de l'école. Avoir un projet de jeunesse, avoir un projet pour la jeunesse, c'est juste impératif. Je ne comprends toujours pas, comme recteur, pourquoi les familles rentrent dans l'école à l'école maternelle, pourquoi les familles rentrent déjà beaucoup moins à l'école élémentaire et pourquoi les familles ne rentrent plus que lors des conseils de classe ou des réunions parents-professeurs, parfois pour se faire entendre, se faire dire des choses pas très sympathiques et rapidement. Il faut que, vous savez, là aussi, c'est un exemple concret que j'ai du territoire canet. Première visite d'école avec un élu du territoire. Réunion avec la classe, réunion avec, etc., réunion avec les enseignants, et puis à la porte de la classe pour voir ce qui se passe dans la classe, elle dit non, monsieur le recteur, là je vous laisse, c'est votre territoire. Mais c'est aberrant. Les élus doivent comprendre ce qui se passe dans la classe pour nous dire quel est leur ressenti, pour relayer ce qui se fait de bien, pour nous dire ce qu'on pourrait faire de mieux. Et les familles aussi. Donc je souhaite, par exemple, que nous travaillions dans notre projet éducatif à mettre en place des jours ou une semaine d'ouverture de l'ensemble de nos établissements scolaires aux familles, de manière à ceux qui peuvent prendre 2 heures de leur emploi du temps pour venir voir comment on fait un cours de maths en 6e, ou comment on fait un cours de techno, ou comment on fait tel cours, etc., puissent venir voir, puissent adhérer, ou éventuellement critiquer, ou se dire « ça n'est pas ça que je veux pour ma fille ou mon fils ». Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Recteur, de vous prêter à cet exercice. Je vois que votre enthousiasme ne se dément pas, même si malheureusement la réalité vient parfois
contredire un certain nombre de choses que vous mettez en avant. Vous dites vouloir travailler par projet avec les territoires et en effet, on ne peut qu'adhérer à cette volonté. La difficulté, c'est que nos territoires sont bousculés et que de fusion en regroupement, nos concitoyens voient la totalité des services publics reculer considérablement et il y a une attente de proximité qui est immense. Et moi, je crois que l'école, qui est un des piliers de notre République, soit dans cette logique, qui est une volonté qui s'exprime très fortement, que l'école soit présente dans tous nos territoires, c'est sain et c'est absolument légitime. Et donc, je pense qu'il faut absolument entendre cette demande qui s'exprime pour le primaire comme pour le secondaire et même pour le supérieur. Ensuite, je pense que nous souhaitons tous avoir une école qui innove et qui réponde et qui soit en phase avec la société d'aujourd'hui. Mais pour pouvoir innover, il faut des moyens, il faut une stabilité des équipes, il faut qu'on puisse envoyer les enseignants les plus expérimentés, par exemple, dans les endroits où c'est un peu plus difficile. Et malheureusement, la réalité est tout autre. Plusieurs collègues ont évoqué les baisses de dotation horaire dans les lycées, qui sont effectivement considérables cette année et qui nous laissent très perplexes sur ce qu'a pu dire le ministre, qui en gros disait on va rééquilibrer, prendre en gros des moyens au second degré pour les redonner à la primaire et à la maternelle. Ce n'est absolument pas ce que nous constatons dans nos territoires. Et au contraire, il y a le sentiment que de plus en plus d'écoles, en milieu rural, mais aussi dans des villes, ont le sentiment de faire les frais de cette répartition des moyens. Vous avez évoqué, à juste titre, le déterminisme social, les inégalités sociales qu'il nous faut en effet corriger. Et je crois que ça ne pourra pas se faire uniquement par des appels à l'innovation, par le fait de soutenir ceux qui auront les meilleurs projets. Je pense que ça passe par un concept très simple, mais qui a fait ses preuves, qui est celui de donner plus à ceux qui ont moins de chances au départ dans la vie. L'éducation prioritaire a été bâtie sur ce principe-là et il y a aujourd'hui beaucoup de nos territoires qui pourraient à nouveau prétendre à l'être. Et ça m'amène à une question. Quand sera redéfinie cette carte de l'éducation prioritaire ? Et est-ce qu'on peut imaginer que des territoires qui en sont récemment sortis puissent le réintégrer ? Et un des reproches que je ferai à la délibération qui nous est soumise en tant qu'élus régionaux pacte, c'est justement que la logique d'expérimentation, d'innovation soit plus vue sous un prisme qui peut accroître les inégalités que sous un prisme qui peut les réduire, parce qu'effectivement, ça s'inscrit dans un contexte où réforme du bac, réforme du lycée accentue déjà ces inégalités. Je pense que pouvoir définir son cursus quand on est un lycéen aujourd'hui va être d'une extrême complexité. J'ai évoqué en début de cette séance effectivement le fait que beaucoup d'entre eux vont passer à côté des mathématiques qui pourtant vont demeurer, je pense, un élément incontournable dans un certain nombre de formations, et c'est bien naturel, et même un élément de sélection. Et je pense que ça va créer de nombreux obstacles pour certains de nos jeunes. Je pense aussi, parce qu'on l'évoque trop peu à mes yeux, à la réforme de l'enseignement professionnel, qui, à côté de la réforme de l'apprentissage, va malheureusement, je crois, continuer à nous faire perdre des savoir-faire, et je pense notamment en matière industrielle. On manque beaucoup encore de formation dans le domaine industriel, et je pense que à la fois amoindrir les enseignements professionnels, mais aussi l'enseignement général dans les lycées professionnels n'est pas de nature à répondre aux besoins qu'une région industrielle comme la nôtre peut connaître.
J'ai entendu ce que vous disiez sur des formations aussi innovantes qu'une section australienne à Cherbourg, par exemple. Mais il y a des choses qui paraissent peut-être beaucoup moins innovantes. Je pense à l'ouverture d'un bac pro pilote de ligne de production à eux. Et malheureusement, cette ouverture est reportée. C'est regrettable parce qu'il y a des tas de formations qui paraissent pas forcément très fun et très innovantes, mais dont on a besoin dans notre région, et on a besoin de votre engagement là-dessus. J'ai entendu aussi votre plaidoyer pour l'ouverture de nos jeunes sur le monde, et pour moi, ça vient en contradiction avec ce que la France vient très malencontreusement de décider, c'est-à-dire d'augmenter considérablement les frais d'inscription pour les étudiants étrangers non communautaires. Ça peut être fatal à une université telle que celle du Havre, qui s'est construite selon une logique que vous semblez vouloir développer, monsieur le recteur, c'est-à-dire en adéquation parfaite avec le tissu économique, c'est-à-dire à partir d'une faculté des affaires internationales dans un grand port ouvert sur le monde, qui depuis peu s'est complété d'un cycle Asie à sciences politiques. Et aujourd'hui, cette décision est absolument incompréhensible au regard des objectifs que vous défendez d'ouverture sur le monde. On ne peut, je ne crois pas, demander à nos jeunes de s'ouvrir sur le monde en prenant des décisions qui conduisent au contraire, avec quelque chose qui d'ailleurs est absolument effrayant dans ce contexte, c'est que des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Turquie vont, eux, au contraire, essayer d'attirer des étudiants étrangers. Et pour ce qui me concerne, je préférais qu'ils puissent être accueillis en France et que nous leur transmettions nos valeurs démocratiques. Tout le monde a souligné également la qualité des relations entre vos services, vous-même, monsieur le recteur. Je pense que cette qualité tient en partie à l'existence de 2 académies et au fait que le territoire peut ainsi être maillé et qu'il puisse y avoir des réponses dans la proximité. Je ne comprends pas pourquoi dans toutes les autres académies, le ministre, pour des raisons tout à fait légitimes, a déclaré qu'il n'allait pas au bout des fusions, et ça me semble tout à fait sensé. Je ne vois pas pourquoi ces mêmes raisons ne seraient pas audibles en Normandie. Et je constate que ça suscite quand même une mobilisation comme nous n'en avons jamais connue au sein des services académiques. Pour ne pas être trop longue, je voudrais évoquer, si vous me le permettez, sous forme un peu d'humour, lorsque monsieur Degnaud et moi-même, portant pour partie les mêmes attentes, les mêmes questions, je crois que c'est que l'heure est grave et que ce que nous vous disons mérite vraiment de trouver une réponse. Enfin, je sais que vous avez beaucoup de travail et que vous le faites avec beaucoup d'enthousiasme, monsieur le recteur, mais si vos loisirs vous le permettent, et je m'adresse aussi à l'ensemble de mes collègues, je vous invite à écouter la chanson de Gauvin Cers qui s'appelle « Les Oubliés », et qui, oui, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui, je crois, dit parfaitement bien, et mieux que je le fais moi-même, le sentiment que ressentent beaucoup de nos territoires. Et encore une fois, l'école est un pilier de notre République, et sa présence dans nos territoires est absolument indispensable. Je vous remercie. D'abord, merci de vos questions, et merci aussi de la qualité du dialogue et de la reconnaissance du travail que collectivement on essaie de faire sur le terrain. Alors, je voudrais revenir d'abord. Moi, j'aime bien le mot d'instruction publique. Je suis désolé, ça fait un peu vieille mode, ça fait 19e siècle. Hein. Jules Ferry peut-être, hein. Mais sur les valeurs, sur la liberté, qui est quand même antérieure à 1968, me semble-t-il, eh bien, je pense qu'on peut avancer et qu'on doit avancer. Nous formons des citoyens en Normandie, des citoyens français ou européens en Normandie, et nous devons travailler leur capacité d'autonomie, leur capacité, leurs compétences. On ne connaît pas les métiers de demain. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas d'adéquationnisme dans l'éducation nationale en matière de profession et formation, mais qu'il faut préparer des jeunes qui, contrairement à ce que nous avons connu, ne feront pas sans doute un seul métier, auront plusieurs métiers. L'adaptabilité, ça veut dire qu'on forme aussi bien le libre arbitre
l'autonomie de nos élèves, que leur adaptabilité, et ça c'est vraiment essentiel. Et je rebondis tout de suite sur la question climatique. Oui, on a besoin de jeunes qui réfléchissent. Oui, on a besoin de jeunes qui s'emparent de toutes les thématiques sociales, culturelles, environnementales, économiques. On en a besoin. C'est pour ça que vendredi matin, j'étais dans un établissement à discuter pendant 2 heures ou à peu près avec les élèves comme eux, simplement pour mettre en débat, en perspective un certain nombre de choses. Alors, je voudrais venir tout de suite sur les questions de climat scolaire, de violence scolaire, et de dire que déjà, tout l'enthousiasme que je peux mettre dans ma fonction de recteur des 2 académies aujourd'hui, c'est simplement parce que je pense que l'éducation nationale ne doit plus se cacher, que nos fonctionnaires méritent d'être reconnus comme tels, comme des éléments essentiels de la formation de l'avenir. Si moi je ne montre pas d'enthousiasme, qui est-ce qui va le faire? Je pense que c'est juste cette question-là qui est importante. Alors bien sûr, violence scolaire, non, nous ne cachons rien, que ce soit bien clair. Je suis le premier à être sur le terrain. Nous avons effectivement des équipes qui sont très réactives. Je peux vous dire que ce matin, j'ai encore eu un élève de décédé. Je le sais à la minute. Et je sais, pour répondre aussi à une question de Madame Morin-Desailly, que nous avons des cellules d'écoute qui se déploient aussi vite que possible, même quand il s'agit de problèmes ou de violences qui ne sont pas directement liés à l'école. Si ça impacte l'équipe, si ça impacte les élèves, oui, nous mettons en place des cellules d'écoute à des degrés divers, et même si elles n'interviennent pas. C'est-à-dire que je n'attends pas que ça commence à être en ébullition, que ça devienne compliqué, pour que nous réagissions. Et nous en avons les moyens, les ministères nous les ont donnés. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Alors bien sûr, sur des questions comme la ruralité, l'éducation prioritaire, vous avez quand même un engagement du président de la République pour avoir une extrême attention avec la ruralité. Nous avons les moyens de ne pas fermer à la mesure de la démographie. Mais je voudrais bien quand même que ce mot soit prononcé. La Normandie perd des habitants partout. Les 5 départements, même si dans l'Eure, il y a un effet un peu différent, et pas partout encore dans l'Eure, les 5 départements perdent des milliers d'élèves tous les ans. Il faut bien qu'on s'adapte aussi à cette réalité-là. Ça n'est pas que je suis ici l'avocat des fermetures, je suis l'avocat d'une école bien faite, d'enseignants qui ne se retrouvent pas en difficulté parce qu'ils sont tout seuls avec personne à qui partager. Et vous savez, même dans un niveau qui ne vous concerne pas ici, mais j'ai des collèges en Normandie avec 70 élèves, 80 élèves, avec un professeur titulaire. Là, il faut qu'on fasse collectivement des choix. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on ferme, parce que c'est pas raisonnable, parce qu'un professeur partagé entre 3 établissements, c'est un professeur qui peut pas s'investir aussi bien qu'il le souhaiterait dans chacun des établissements, évidemment. Ou alors, il faut qu'on travaille ensemble à un certain nombre de modalités d'enseignement qui permettent de maintenir sur le territoire ces établissements scolaires, avec peut-être beaucoup plus de numérique, évidemment. Et moi, je peux vous dire que dans certains domaines, dans certaines matières, oui, rares, on peut, avec le numérique, faire de l'équité territoriale. Je pense que sur un certain nombre de langues à flux faible, comme on dit politiquement correct, on pourrait très bien les proposer à distance, là où on ne les propose pas aujourd'hui, le chinois, le russe, et pourquoi pas le grec, etc., à distance. Et nous avons les moyens de le faire. Et moi, je peux vous dire que je l'ai fait dans d'autres académies. Ça marche, et parfois à distance, avec du personnel formé. Ça marche même très bien. Alors, que vous dire que réponse ponctuelle sur l'éducation prioritaire, elle devait être mise à plat en 2019. Le ministre a dit qu'il le verrait plus tard. Donc là, il nous faut attendre un petit peu. Je ne pense pas que ce soit négatif pour notre territoire
Au contraire, je pense que c'est le moyen de continuer à travailler, au moins pour nous, Caen et Rouen, avec l'expertise de l'importance de l'éducation prioritaire dans l'Académie de Rouen, importée dans l'Académie de Caen aussi, partagée, mutualisée, sans pour autant bouger des réseaux aujourd'hui. En ce qui concerne l'ASH aussi, l'accompagnement des élèves en situation de handicap, nous ouvrons tous les ans de nombreuses classes Ulysse à tous les étages, parce que longtemps, on l'a fait que pour l'école élémentaire, sans regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensuite au collège, qu'est-ce qu'on peut faire au lycée, avec cette obsession de l'inclusion, et puis avec cette obsession aussi parfois de dire, tiens, on ne fait pas très bien, nous, éducation nationale, on doit pouvoir mieux faire, et dans certains cas, je peux vous assurer qu'on est en train d'essayer de progresser pour la rentrée prochaine, pour une rentrée plus inclusive, mais avec aussi d'autres paramètres. Je vois parfois des élèves qui sont en Ulysse ou qui sont en IME et qui devraient plutôt être en SECPA. Je vois aussi des notifications d'élèves avec simplement des troubles 10, alors que c'est pas un handicap, c'est une nécessité d'être accompagné, mais c'est pas la même chose. Donc là, il faut qu'on travaille collectivement de manière à ce qu'on améliore la proximité de la réponse. Et ça, c'est un maître mot dans ce que j'ai envie de vous répondre, à savoir que, par exemple, pour cette question de l'AESH et de l'accompagnement des élèves en situation de handicap, je pense que nous avons parfois trop centralisé les choses et qu'il faut permettre aux établissements d'avoir un potentiel d'accompagnement et que ces élèves notifiés, on puisse leur répondre localement en disant « oui, nous avons des jeunes ». Parce que je sais très bien que dans les communes, on a des personnels qui travaillent déjà sur le handicap ou pas loin du handicap, qui sont prêts à travailler, qui sont à temps partiel et qu'on pourrait, dans cette ville même, à Rouen, je le sais, mieux connecter les personnels qui s'occupent du handicap pour une collectivité, pour une association, sur l'éducation nationale, y compris pour leur donner un horaire de travail digne, un salaire digne et pour mettre à disposition de l'éducation nationale l'expertise. Mais ça veut dire qu'il faut développer ces plans d'accompagnement locaux du handicap avec des personnels proches du terrain capables de répondre et nous y travaillons. Je voudrais être attentif aussi à ce qui a été dit sur l'orientation à de nombreux points. D'abord, nous avons besoin des CIO. Nous avons besoin, il y a un engagement ministériel de maintenir un certain nombre de CIO, au moins par département, et j'ai besoin des collègues psychologues scolaires pour accompagner l'orientation, y compris avec la future agence de l'orientation et tous les autres facteurs qui aident les jeunes à l'orientation. Donc j'entends leurs remarques. Oui, nous rapprochons, c'est vrai, les psychologues scolaires des établissements scolaires, des élèves évidemment, et en même temps, nous veillerons de toute façon à maintenir des CIO et à maintenir aussi des lieux de réunion pour que ces collègues psychologues scolaires puissent se retrouver, puissent accueillir des jeunes qui n'osent pas rentrer peut-être avec leur famille dans les établissements scolaires. On en a besoin, on sait très bien, et donc nous travaillerons à ces adaptations-là. Je voudrais peut-être venir aux questions de la fusion. La fusion, bien sûr que ça suscite des inquiétudes, mais c'est normal. Quand on change un organigramme, c'est normal que ça inquiète. Je pense qu'on peut se faire confiance pour travailler dans le dialogue avec l'ensemble des partenaires, avec du temps pour le faire. Notre fusion en Normandie, elle est prévue pour la rentrée 2022, fusion accomplie. Ça laisse plus de 3 ans pour travailler. C'est pas parce qu'administrativement on passera à l'Académie de Normandie en janvier 2020 qu'on va tout faire d'ici là. On a le temps, on aura plus de temps que vous n'avez vu, vous, région ou service de l'État, périmètre et hâte, pour travailler l'équilibre des services, l'équilibre des effectifs. Et là, le dire clairement, c'est normal qu'on s'inquiète en disant « je fais ça à quelque niveau que ce soit, catégorie C, catégorie B, catégorie A, et qu'est-ce que ça va être demain ?» C'est pour ça que j'ai souhaité proposer aux équipes déjà un
schéma d'organisation à discuter ensemble, à affiner ensemble, à modifier ensemble, parce que le pire de l'inquiétude, c'est de ne pas savoir. Donc là, oui, on va travailler à cela, et je peux vous dire que, alors que dans les autres régions académiques, il y a toutes les compétences données au recteur de région dans une académie, et qu'il doit avoir, il y a une liste assez longue, tous les services stratégiques auprès de lui. Eh bien, nous, en Normandie, on nous laisse la chance de faire différemment. Nous n'avons pas une métropole en Normandie. On sait très bien qu'en Rouen-Le Havre, c'est un trépied sur lequel reposent aussi beaucoup de villes moyennes autour. Donc, vous allez fâcher Frédéric Sanchez si vous dites ça. Il faut qu'on travaille. Parti, ça va. Voilà. Non, mais il faut qu'on travaille à cet équilibre-là. Et par exemple, on a déjà construit un service de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation à Rouen. Normalement, dans le schéma futur, il devrait plutôt être aux côtés du recteur de région à Caen. Moi, je vous garantis que celui-là, il restera avec d'autres à Rouen, parce que on a une règle, ne pas perdre l'expertise dans des évolutions. Il faut qu'on garde l'expertise des personnels. Et l'expertise, c'est à tous les niveaux. C'est pas seulement la catégorie A+, c'est la catégorie C aussi. Donc chacun, et on va prendre le temps pour le faire, mais en même temps, je suis certain que ça va nous donner plus de cohérence, plus de capacité d'action vis-à-vis des autres services de l'État, vis-à-vis des collectivités, et puis que ça doit nous permettre d'assembler des forces qui sont modestes quand même. Caen et Rouen, ensemble, ça fera nettement plus. Enfin, si on se parle sincèrement, on sait très bien que parfois, on a des cadres qui viennent à Rouen pour travailler comme si c'était finalement franchir le périphérique. Finalement, ils calculent, certains, que le temps de déplacement entre Paris et Cergy-Pontoise est moins long que de Paris, ou à peine plus long pour aller de Paris à Rouen, et que finalement, accepter de franchir le périph' pour aller... Pas de train dans ce cas-là. Voilà, ben moi je le prends. Hein. Mais non, simplement pour vous dire quand même que je suis certain que Caen plus Rouen, on peut déclencher, y compris pour l'éducation nationale, des mécanismes d'attractivité, que je ne sois pas obligé, comme je l'ai fait matériellement pour la Normandie l'année dernière, de dire à un certain nombre de personnes, vous avez droit à la mobilité, vous pouvez être mobile, mais non. J'ai besoin de 2 ou 3 ans d'expertise de votre travail en Normandie, sinon ça ne sert à rien. Sinon, effectivement, vous êtes des voyageurs de l'éphémère et on ne pourra rien changer à nos structures éducatives en Normandie, ou pas assez. Je voudrais vous parler de la réforme du baccalauréat parce que vous m'avez à plusieurs interrogé. La transformation de la voie pro d'abord, parce que je considère qu'une partie de la réussite de notre territoire passe par la voie professionnelle, et je voudrais que ce soit bien entendu, et que pour moi, il y a égale dignité qu'on soit formé par la voie professionnelle, par la voie technologique ou par la voie générale, et égale dignité qu'on soit formé en apprentissage ou sous statut scolaire. Ces questions-là n'ont pas d'importance. La seule chose qui a d'importance, c'est la volonté de l'élève, le choix de l'élève, et ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Nos élèves, souvent et les moins favorisés, s'orientent par défaut et par proximité et par reproduction sociale. C'est pas comme ça qu'on s'oriente. Et là, on doit mieux aider nos élèves. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que mon travail, quand je suis arrivé dans l'une académie puis l'autre, c'est d'abord d'aller voir les lycées professionnels, parce que les lycées généraux n'ont pas toujours besoin du recteur et de cet appui parfois un petit peu symbolique. Mais ça veut dire aussi qu'il faut déboucher les tubes. Ça veut dire qu'on a une société très tubulaire en France. Vous avez fait telle formation, vous aurez tel avenir, et sinon vous êtes dans le mur. Et c'est valable à tous les étages. Pensez aux étages supérieurs. J'ai telle formation supérieure, eh bien je ferai dans la production. J'ai telle formation supérieure, je ferai dans le management, et j'en bougerai jamais. On pensait quand même que pas très loin d'ici, de l'autre côté du Channel, on peut avoir une thèse de philologie latine et être broker à la City ensuite. Là, il faut que notre société bouge sur ces questions-là. Ça n'est pas acceptable. Donc, il faut que, par exemple, pour les bacheliers professionnels, je vous donne 2 exemples. Pour les bacheliers professionnels, leur avenir est en BTS quand ils veulent poursuivre les études.
Or, ces tubes ont été bouchés par les bacs généraux. Ben oui, finalement, quand je suis en S, c'est plus confortable d'être en BTS que d'être dans le maelstrom de l'université, ces gros effectifs, et moins dangereux que d'être en classe préparatoire. Donc, je vais en BTS. Ça n'est pas normal. Les DUT ont été faits pour les bacheliers technologiques. Les BTS ont été faits pour les bacheliers professionnels. Si on permet à l'élève de choisir le bac professionnel, le CAP, le bac pro, il faut lui permettre aussi d'ouvrir un avenir derrière et qu'il ne soit pas bouché par les autres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi je propose en Normandie, j'ai des échecs aussi, évidemment. Quand je propose de dire, on a des classes prépa qui n'intègrent pas beaucoup, qui sont des zones de confort parfois, des élites aussi, disons-le aussi clairement. J'ai souhaité qu'on transforme une classe prépa qui n'intègre pas beaucoup en une classe prépa 100% bac pro, comme je l'ai fait dans une académie précédente, 100% bac pro. Alors, on module, on fait 3 ans au lieu de 2, on se trouve un coach, là c'était l'école polytechnique, etc. Et on a quasi 100% de réussite à la sortie. Quand je peux vous dire la fierté des équipes, et la mienne aussi, mais quand un bachelier pro issu de pâtisserie ou de métier de la mode, garçon et fille, arrive à rentrer à Centrale ou à Polytechnique, c'est de la fierté pour les équipes, mais c'est de l'intelligence pour notre territoire. Parce qu'effectivement, celui-ci, il n'est pas formaté comme les autres. Et allez voir, c'est à Montceau-les-Mines. Ça fait pas rêver Montceau-les-Mines, a priori. Hein. Et pourtant, on a réussi. Eh bien, ça, j'ai pas réussi aujourd'hui à ce qu'un établissement, un territoire me dise « Bon, allez, je sacrifie ma prépa telle qu'elle était et on transforme. » Mais il faut qu'on y arrive. Alors, cette réforme du lycée professionnel, quand même, l'idée, c'est vraiment d'abord de ne jamais opposer les modalités de formation. Nous avons trop de jeunes dans notre système éducatif qui sont écrasés par la théorie et qui sont broyés là où ils auraient besoin de concret, là où ils auraient besoin de pratique. C'est pas parce qu'on n'est pas un intellectuel, c'est juste parce qu'on a besoin de modalités d'enseignement différentes et qu'on doit pouvoir le choisir. Et donc, oui, sur la réforme du lycée professionnel, sur cette transformation, et ce matin, j'étais avec des bacheliers du lycée Les Fontenelles, notamment des technologiques et du professionnel, des CAP, avec les 3 ministres. C'était pas la visite des ministres, c'était la visite des lycéens professionnels et technologiques du lycée des Fontenelles, suivis par 3 ministres, pour comprendre les métiers demain et pour comprendre ce qu'on n'arrive pas toujours à voir en matière d'ambition professionnelle. Donc, oui, cette transformation est utile. Oui, il y a des choses compliquées. Je sais très bien que la co-intervention, ça n'est pas très simple, mais c'est ça aussi qui peut donner l'étincelle de à quoi ça sert ma discipline. Quand on travaille ensemble, quand on s'aperçoit que en maths, en EPS, en physique, finalement, il y a des savoirs et des compétences qui se croisent, eh bien là, on se dit, tiens, ah oui, j'apprends quelque chose en maths, mais tiens, ça sert à quelque chose. C'est pas seulement une notion abstraite. Sur la réforme du lycée général, alors, d'abord, j'ai été beaucoup interrogé sur les manuels. Mais je voudrais quand même dire que ces filières S, ES, L, là aussi, elles étaient dans un entonnoir de reproduction qui était juste devenu insupportable. Intégré par tout le monde, t'es bon, tu vas en S, même si ça te plaît pas, t'es pas bon, tu vas en ES, ou moins bon, tu vas en L, et puis pourquoi pas, après tu vas descendre en techno, tu descends en voie pro. Mais qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire que j'emploie moi-même? C'est inacceptable. Donc là, il fallait bien permettre à nos élèves d'avoir des parcours un peu différents, un peu plus originaux, un peu plus personnalisés, et de se dire que faire des SVT et de la philo, c'est pas scandaleux. Vous m'avez interrogé sur les maths. On peut choisir les mathématiques dont on a besoin pour son projet d'études. Avant, les élèves de L n'avaient plus de mathématiques en première. Désormais, tous les élèves du baccalauréat général bénéficient d'un enseignement scientifique de 2 heures en première et terminale. Alors, je sais très bien que derrière le mot scientifique, oui, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des sciences physiques? Est-ce que c'est SVT? Il y aura des maths, évidemment, et puis les autres prendront, ceux qu'ils veulent, prennent des enseignements de complémentants, des enseignements de spécialité ou des enseignements optionnels avec des mathématiques. Je crois qu'il faut simplement qu'on sorte un petit peu des formatages inévitables. Alors, de ce point de vue-là,
évidemment, il y a la question des manuels qui se pose aussi. Je pense qu'il y a un ministère qui réfléchit aux moyens d'aider les collectivités. Je vous le dis ici, c'est qu'effectivement, j'en ai plus qu'entendu parler, et de trouver des moyens pour aider à l'achat des manuels. En même temps, et désolé d'employer cette expression, nous avons aussi besoin de manuels numériques, de choses qui pèsent un peu moins lourd dans le cartable ou dans le sac à dos et qui permettent beaucoup plus de choses, de manière à ce qu'on puisse effectivement faire travailler des élèves qui ont des difficultés sur certains exercices, d'autres sur d'autres exercices, et qu'il y ait sans arrêt la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Ces manuels numériques, il va bien falloir que l'édition française, pour laquelle j'ai travaillé pendant 30 ans, que l'édition française prennent le chemin compris, notamment les pays anglo-saxons, avec des manuels numériques. Il faut là aussi que nous pensions différemment, parce que c'est aussi le moyen d'accompagner des élèves différents. Mais je vous dis, je sais qu'on a un ministère qui est impliqué dans cette réflexion-là. Que vous dire de plus que Canopé va soutenir la production aussi d'éléments de programmes, de manière à ce que les élèves puissent avoir assez vite, même s'il n'y a pas tous les manuels de disponibles, le matériau quand même, et que je ne mets pas sous la table la question que vous m'avez posée des DHG non plus, des dotations horaires globales ou des GH des établissements scolaires d'une manière générale. Oui, parfois, elles sont en baisse, mais elles sont en baisse aussi et d'abord en raison de la démographie. En raison, alors c'est vrai, c'est un vilain mot, mais de l'effet structure de nos établissements qui fait que, eh bien, à certains moments, oui, il y a moins d'élèves, on va fermer une classe, mais pour essayer de trouver quand même un équilibre. Et je peux vous assurer que la promesse du ministre, qui est que chaque lycée général et technologique ait la possibilité d'avoir cette spécialité, nous l'avons garantie. Je voudrais bien aussi, et là c'est un message que vous pouvez passer dans votre territorialité comme conseiller régional, que nos établissements travaillent plus en réseau. C'est juste quand même, parfois pour moi, un peu difficile qu'on vienne me voir en disant « Oui, monsieur le recteur, mais ce lycée-là, il est à 400 mètres de l'autre. Oui, il y a un bus, il y a un tram, il y a etc. Il y a un déplacement, mais on ne veut pas mettre d'enseignement en commun. C'est pas possible. » Alors, est-ce que c'est l'élève qui doit se déplacer? Est-ce que c'est l'enseignant qui doit se déplacer? Trouvons les meilleures solutions, mais ne nous obligeons pas à faire tout partout, parce qu'il y a un moment... Nous sommes aussi responsables de l'argent public et effectivement, je suis le représentant d'un ministère qui est à un peu plus d'1 million de fonctionnaires. C'est très bien comme ça. Nous ne visons pas dans ces réformes l'économie budgétaire. Nous visons des évolutions indispensables pour l'attractivité nationale et pour l'attractivité française. Je termine avec 2 petits points, avec Parcoursup notamment. Parcoursup, quand même, nous avons gagné en efficacité, nous avons gagné en transparence. Il n'y avait plus de tirage au sort, c'était juste insupportable, même si ça n'arrivait qu'à la marge au début, c'est vrai, mais c'était en train d'arriver. Il fallait en terminer avec ça. On a simplifié Parcoursup, même si ça reste complexe, même si c'est pour ça que nous avons donné un 2e professeur principal en terminale pour mieux orienter les élèves, mieux accompagner les élèves, faire en sorte qu'il n'y en ait pas qui se disent « ça, c'est pas pour moi », mais qu'on réfléchisse ensemble. Et je voudrais quand même qu'on dise qu'en Normandie, non seulement nous n'avons laissé personne sur le carreau, mais nous avons accueilli pas mal de jeunes de l'Île-de-France dans nos structures et pourtant il nous restait dans nos universités beaucoup de places vacantes à Caen, à Rouen ou au Havre. Et je terminerai peut-être avec cette question du chancelier que je suis des 3 universités. Il n'est pas question dans la fusion évoquée des 2 universités ou maintenant des 3 universités d'abandonner la territorialité.
Pour le domaine qui me concerne en particulier, la formation, nous avons 3 sites d'ESP de formation des professeurs dans l'Académie de Rouen, 3 dans l'Académie de Rouen, dans l'Académie de Caen. Nous allons tous les garder, évidemment. On a besoin de cette proximité dans la formation et on continuera même à la développer. Je termine avec l'enseignement supérieur pour vous dire quand même que sur les frais d'inscription, même si je ne devrais pas répondre à la place de mes ministres, mais je le relais quand même, les doctorats sont en dehors de ces frais d'inscription augmentés. Les universités qui ont des conventions de partenariat et les 3 universités de Caen, Rouen, Le Havre ont plein de conventions de partenariat. Les élèves, les étudiants sont exonérés lorsqu'ils passent à travers une convention. Je voudrais quand même dire que j'ai discuté, y compris vendredi après-midi, avec un des présidents d'université qui me disait « Bon, monsieur le recteur, vous m'avez entendu contre les droits d'inscription. Je peux vous assurer que maintenant, avec ces adaptations, avec le fait que nous avons été entendus, vous ne m'entendrez plus sur ce domaine-là. »